Merci de suivre Croissance Verte, votre émission des questions environnementales sur Medi 1. Ce numéro se fera en deux parties comme d'habitude. Dans la première partie, donc, nous nous rendrons au Sénégal pour parler du volontariat au service de la communauté et de l'environnement, une initiative de l'ONG Corps Africa. L'autre partie sera consacrée à notre entretien avec le colonel Marcel Yao, expert en écologie et en développement durable. Il est avec nous sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. D'accord, on vous reviendra tout à l'heure, mais avant, nous nous rendons au Sénégal où nos confrères Daouda Sow et Mbayoundir se sont rendus à l'île de Betenti dans l'ouest du pays. En ce lieu, l'ONG Corps Africa fait de la gestion des déchets son cheval de bataille. À travers des jeunes volontaires, elle identifie les besoins de la communauté pour apporter des solutions inclusives. Suivons ce reportage. Le delta du Saloum est situé dans l'ouest du pays, sur la zone côtière au nord de la Gambie. Le site est un lieu de rencontre des eaux douces de deux fleuves que sont le Sine et le Saloum et de l'eau de mer qui, à chaque marée haute, envahit le réseau de Bolong. Ici, la traversée du fleuve dure plus d'un tour d'horloge entre Missira, d'où l'on vient, et l'île de Betenti, notre destination. Plus d'une heure où le bruit du moteur, mélangé aux vibrations de l'eau, rythme l'ambiance tout au long de la traversée. De loin, Betenti est aperçu depuis notre pirogue. L'île aux nombreux cocotiers qui surplombe l'océan est une merveille à contempler. Plus nous nous approchons pour accoster, plus les enfants insulaires en pleine baignade semblent constituer le comité d'accueil. Nous sommes à Betenti. Sur la rive, les déchets jonchent le sol, le long de la plage. Une situation causée par les déversements sauvages des populations, ce qui a conduit de jeunes volontaires à accompagner Betenti dans la gestion de ces déchets. Il s'agit de l'organisation non gouvernementale Corps Africa. Après avoir fait l'université, après des études, de se dire si j'ai eu l'opportunité d'aller à l'université, d'avoir tous ces privilèges, c'est grâce à toutes ces communautés. Et en retour, avant de penser à moi-même, je dois rendre hommage à ces communautés en allant servir pendant une année. Donc le programme est basé sur un engagement volontaire d'1 an, où le jeune volontaire est appelé à vivre en immersion et en symbiose avec la communauté. Déjà de débrider pour la première fois ses capacités d'adaptation dans une communauté nouvelle, de pouvoir essayer d'apprendre la langue locale pour interagir avec ces communautés, s'intégrer, être adopté et à son tour essayer de discuter avec la communauté, de faciliter des échanges qui permettent à la communauté de s'exprimer. Sur l'île, la mission du volontaire est d'identifier les besoins de la communauté pour y apporter des solutions inclusives. L'organisation, présente au Sénégal depuis 2016, se retrouve dans 13 régions du pays et intervient dans plus de 60 communautés rurales. Ces volontaires ont pu travailler avec les communautés sur beaucoup de défis environnementaux les interpellant. Nous sommes dans un contexte de changement climatique. Donc il y a une dégradation des écosystèmes partout qui aujourd'hui entraîne beaucoup de risques et de vulnérabilité du point de vue des systèmes alimentaires et tout, mais aussi du point de vue de la gestion du cadre de vie de manière générale. Et les volontaires partout ont aussi eu à booster cette sensibilité environnementale. D'ailleurs, à Betenti, Banel est la volontaire de Corps Africa. La jeune fille qui vit sur l'île depuis 15 mois a fini par être adoptée par les populations qui lui ont même appris leur langue. Dans les ruelles, Banel ne passe pas inaperçue. Elle est interpellée assez souvent. Elle y a initié avec le comité de gestion de Betenti le projet d'assainissement de la localité, qui est une zone insulaire. Betenti fait partie du delta du Saloum.
Et comme on le connaît, le delta du Saloum est classé comme zone humide internationale, qui est très rare en Afrique. Et Bettenty fait partie de ce delta du Saloum qui est à protéger. Mais une fois à Bettenty, on se rend compte que l'assainissement pose un sérieux problème. Si le problème de l'environnement n'est pas réglé, le problème de Bettenty reste général, voire même fatal. Parce qu'avec l'érosion côtière, il y a l'avancée de la mer. L'économie de Bettenty repose sur l'environnement, car c'est une zone insulaire. Et les femmes font des recherches à partir des produits halieutiques qu'elles revendent et ensuite nourrir la population. Ici, il a d'abord été question de sensibilisation des populations afin qu'elles ne déversent plus de façon sauvage leurs déchets, ce qui a conduit à la distribution de poubelles et à une communication sur l'importance du tri des déchets. Il y a eu avec Corps Africa une dotation de 400 poubelles pour la population. Et j'ai trouvé aussi un comité de gestion qui a été créé pour gérer tout ce qui concerne la question de l'assainissement. Et dans ces 15 mois, il y a eu une deuxième phase de dotation de poubelles qui a été faite. Il y a aussi eu une relance du projet parce que nous avons trouvé que le projet, on a trouvé un arrêt total avec le projet, surtout avec la situation du Covid. Donc il y a eu une relance du projet d'assainissement en commençant par les sensibilisations. Il y a eu aussi l'éducation des jeunes sur le plan environnemental. Ce sont les jeunes du CM de 12 à 16 ans. Des actions bien appréciées par les riverains qui estiment qu'elles leur ont permis de lutter contre les dépôts sauvages. Avant l'arrivée des volontaires, on avait des difficultés dans le domaine de la salubrité pour la gestion de nos déchets. Mais depuis la distribution des poubelles, la question est mieux gérée par les ménages. Avant l'arrivée de Corps Africa, nous faisions des journées d'investissement humain. C'est par la suite qu'ils sont venus appuyer et accompagner le processus pour nous permettre de mieux gérer nos déchets. Dans ce volontariat au service des communautés, Corps Africa oriente de plus en plus sa mission vers l'engagement green de la jeunesse, ce qui s'explique par le rôle primordial joué par les jeunes pour la résilience des communautés face au changement climatique. De plus en plus, Corps Africa oriente ce programme de volontariat pour aller dans une dimension, disons, green, avec le sous-programme Corps Africa Green, qui permet à ces jeunes de plus en plus d'orienter en tout cas leur engagement communautaire vers une plus grande sensibilisation des communautés sur les différents problèmes liés à leur environnement, mais aussi la préservation des espaces qui sont en train de se dégrader dans beaucoup de coins du Sénégal. Pour le cas de Bettenty, situé sur une île, après collecte des déchets, se pose un autre problème, celui de leur acheminement, d'où plusieurs pistes de réflexion développées. Par exemple, on prend à la fin de chaque mois ou bien tous les 2 mois, vu que nous sommes dans la perspective d'avoir un dépotoir. Une fois le dépotoir acquis, nous sommes aussi dans la perspective de revaloriser ces déchets. Donc ce qui reste de ces déchets et qu'on ne peut pas utiliser, nous avons prévu de prendre 2 fois tous les 2 mois, 1 fois par mois, à chaque fin du mois, louer une pirogue et envoyer les déchets à Toubacouta, soit à Kaolack, soit à Toubacouta. Nous n'avons pas encore discuté de cela, mais quand même nous avons discuté avec les piroguiers. Et si on vend les déchets à Kaolack, c'est à partir de 75 francs le kilogramme. L'association n'y gagne rien, c'est le piroguier qui prend cet argent, qu'on considère comme les frais de transport. Si on ne le prend pas aussi, si on ne vend pas ce qui reste des déchets, l'essentiel c'est d'évacuer les déchets et que le comité de gestion puisse payer le piroguier. Dans ces solutions durables de gestion des déchets en milieu insulaire, l'unité sénégalaise de coordination et de gestion des déchets solides compte jouer sa partition en appui technique, mais aussi en matériel.
Dans la gestion des déchets en milieu insulaire, il y a eu une alternative. Il y a soit vraiment d'enfuir au niveau de l'île, ou bien l'autre alternative, c'est d'exporter via les bateaux. Et ici, à Bententi, la première contrainte qu'on a eu à déceler, c'est vraiment qu'il y a le problème de foncier est assez compliqué. Rien que les sites qu'on a eu à visiter sont des sites inondables. Donc, une des alternatives qu'on peut dire qu'on a pour le moment retenu, c'est vraiment l'exportation vers Missirah et à partir de Missirah, vraiment assurer la mise en décharge. Pour accompagner avec la mise en décharge, parce qu'on a vraiment du matériel, les polybènes et autres, il y a aussi vraiment la mise en place des points de regroupement normal. Éventuellement, l'UCG pourra en partenariat avec Corps Africa et vraiment mettre en place. Donc il y a aussi l'expertise dans l'accompagnement technique avec la sensibilisation, la formation que vraiment l'UCG a l'habitude vraiment de faire. Ça, Inch'Allah, on pourra le faire dans ce projet-là. Après Betenti, l'équipe prend congé des insulaires, mais le retour est conditionné par les marées. Le niveau du fleuve étant au plus bas, on est obligé d'attendre sa remontée, coïncidant avec la nuit tombée. Retour sur la terre ferme, dans un autre lieu, avec d'autres activités. Nous sommes à Nemaba, une localité où servent aussi d'autres volontaires de Corps Africa. Notre arrivée coïncide avec une marée basse, occasionnant pour l'équipe de faire le trajet à pied entre les mangroves. Ici, l'engagement des volontaires est mis au service des femmes du village, très actives dans l'ostréiculture. Chez ces dames, le travail rime avec bonne humeur et ambiance bon enfant. Le tout au rythme de sonorités serrères, l'ethnie majoritaire dans la zone. Le soutien des volontaires leur a permis de mener leurs activités économiques tout en préservant la mangrove. Les volontaires nous ont permis de développer des solutions novatrices pour continuer à pratiquer l'ostréiculture sans pourtant tuer les racines des mangroves. Et très franchement, cela nous a été très bénéfique. Dans ces activités, ils sont soutenus par un an. Il s'agit de Mamadou, qui a aussi hébergé pendant une année le volontaire détaché à Nemaba. Radinian et Fatou Bintou sont deux volontaires qui ont logé avec ma famille pendant une année. Durant toute cette période, elles se sont toujours bien comportées avec tout le monde. Elles soutenaient aussi nos femmes dans leur autonomisation par des activités génératrices de revenus. Nemaba, tout comme Betenti, sont deux localités de la commune de Toubacouta qui compte 52 villages et 7 hameaux. La municipalité y collabore étroitement avec les volontaires de Corps Africa. Selon le directeur de cabinet du maire, l'organisation soutient et accompagne leur commune. S'il y a des manquements, ce sont ces volontaires même qui viennent nous secouer un peu pour qu'on pense quand même à accomplir les devoirs que nous avons par rapport à ces populations-là. Et nous trouvons que c'est une bonne chose parce qu'une municipalité ne peut pas tout faire et elle n'est pas au diapason de tout ce qui se passe surtout que nous avons une commune de 52 villages, 7 hameaux. Alors là, c'est pas facile. Mais si on a quelqu'un quand même qui vient vers nous et qui nous rappelle quand même nos devoirs par rapport à ça et qui nous appuie par rapport à ce travail, là, nous ne pouvons que nous en réjouir. Corps Africa a d'abord été établi au Maroc en 2013. Depuis quelques années, l'organisation est présente au Sénégal et au Malawi. Elle offre aux leaders africains une opportunité pour contribuer au développement humain dans leur pays d'origine et dans leur continent. Le modèle de Corps Africa consiste à s'engager dans un processus de collaboration avec les structures d'encadrement du développement qui œuvrent déjà sur le terrain pour atteindre plus d'efficience.
Alors, colonel Marcel Yao, nous venons de suivre ce reportage de nos confrères de Dakar. Quel commentaire vous pouvez faire de cette initiative de l'ONG Corps Africa? Alors, c'est excellent. Ce qu'on vient de voir, c'est excellent. Et c'est ce genre de modèle, ce genre d'initiative-là que nous attendons de la jeunesse africaine. Pour qu'on puisse transformer nos obstacles écologiques, tous nos problèmes écologiques, qu'on puisse les transformer en opportunités d'emploi pour notre jeunesse, pour les fixer dans le milieu rural et ainsi créer la richesse en préservant notre environnement. Et Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable de Côte d'Ivoire l'a bien compris et il a déjà anticipé sur ces questions-là. Il nous a instruit donc pour recenser toutes ces initiatives-là qui existent, les cartographier sur le territoire et puis en faire des projets d'emploi. Et avec les collectivités, nous allons y travailler. D'accord. Revenons à notre sujet, on va dire au sujet de notre entretien. Dites d'entrée de jeu, c'est quoi l'écologie pour le commun des mortels? Très belle question. Alors, ce qu'il faut retenir, comprendre déjà, c'est que l'écologie est une science. Donc, c'est la science qui étudie les interactions entre les êtres vivants et leur environnement. Les êtres vivants sont les animaux et les hommes. Et c'est cet ensemble-là qu'on appelle écosystème. D'accord. Voilà. Et cet écosystème-là a toujours été équilibré depuis des années. Et malheureusement, à la faveur de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec la course à l'industrialisation, nous sommes en train de déséquilibrer cet écosystème. D'accord, mais c'est quoi les avantages de l'équilibre écologique? Ah, les avantages sont nombreux. On va citer quelques-uns quand même. Alors, il y a des avantages au niveau de la santé, au niveau de la production agricole, parce qu'on a besoin de pluie pour qu'il y ait de l'agriculture, au niveau de la qualité de nos sols et au niveau de la qualité de nos eaux. Tous les poissons que nous consommons là ont besoin d'être dans des eaux qui sont pures, qui ne sont pas intoxiquées par tous les produits que nous utilisons malheureusement dans notre agriculture, dans l'orpaillage, etc. D'accord. Et là, vous organisez les journées africaines de l'écologie et du changement climatique. Et quels sont les objectifs de l'organisation de cette initiative-là? Merci. Avant de reprendre à cette question, permettez-moi de vous transmettre les félicitations de Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Et je vais vous étonner qui suit tous vos numéros de Croissance Verte tous les samedis après-midi. Nous sommes heureux d'ailleurs. Voilà. En tout cas, le ministre Jean-Luc Assy est très porté sur ces questions écologiques. Il nous a donc instruit de réussir cette année l'organisation de la 3e édition des GIFAC, qui sont le salon international d'Abidjan de l'écologie. D'accord. C'est la 3e édition. Il nous a demandé de faire les choses en grand cette année parce que nos populations sont de plus en plus vulnérables aux questions écologiques et aux questions de changement climatique. Voilà. Mais les objectifs, on va dire. Voilà. Les objectifs de ce salon, donc, c'est d'enclencher une transition écologique dans nos territoires et rapprocher l'action écologique de nos communes, de nos régions. Et les principaux parties prenantes que nous attendons, ce sont les collectivités qui sont au quotidien avec nos communautés. Donc comment développer nos territoires sans détruire, ce sont les thèmes, c'est le thème de cette 3e édition des GIFAC là. Donc nous espérons à travers ces journées-là communiquer, informer, encadrer et accompagner nos collectivités et tous les acteurs en matière de transition écologique pour qu'on puisse changer de modèle de consommation, de modèle de production dans tous les secteurs qui sont impactés. Mais là, il y a eu déjà 2 éditions. Quels ont été les résultats de ces 2 éditions-là? Alors, la première a eu lieu en 2018, elle était timide. Tout à fait. Par contre, la 2e édition a été une réussite, entre parenthèses. Nous avons eu environ 10 000 participants qui sont venus des pays de la CEDEAO. C'était à Abidjan au mois de mars 2019. Et les résultats importants, c'est la dynamique de villes vertes et de régions vertes qui a été enclenchée. Et il y a un réseau de régions vertes et de communes vertes qui est en train d'être mis en place au niveau de l'Afrique de l'Ouest pour que progressivement l'action des gouvernements puisse impacter directement nos communautés. Vous avez évoqué le thème tout à l'heure, mais pourquoi le choix d'un tel thème? Parce que nos régions, nos communes souffrent beaucoup des changements climatiques. Voilà. Et il y a beaucoup de volonté au niveau des acteurs des collectivités, beaucoup de volonté de développement, de vouloir changer les choses, mais ils n'ont pas toujours l'information. Voilà. Donc on a voulu les aider pour que tout leur programme de développement là puisse être reverdi. On peut développer nos régions,
On peut aller vite dans la construction d'infrastructures, des centres de santé, des écoles, mais il faut tenir compte de l'environnement et de l'écologie pour ne pas justement déséquilibrer nos écosystèmes. D'accord, vous êtes un spécialiste de l'environnement, docteur, on va dire colonel Yao Marcel, oui. Mais qu'est-ce qui est à la base des changements climatiques en Côte d'Ivoire de manière concrète? Alors c'est un phénomène d'abord qui est mondial. Vous savez que le climat et autres, il n'y a pas de frontières entre les États. Tout à fait. Donc ces changements climatiques-là ont été accentués, comme je l'ai dit, à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'ils sont causés par les émissions de gaz à effet de serre, dont le principal est le CO2, qui est issu donc des énergies fossiles. Voilà. Donc ces émissions de gaz à effet de serre-là qui ont déséquilibré un peu le climat mondial et donc le climat ivoirien. Et il y a également l'action de l'homme en Côte d'Ivoire. Vous voyez qu'il y a une forte pression sur nos terres, une forte pression sur nos forêts, sur notre biodiversité. Et malheureusement, les pluies, là, on a vu à l'école primaire, sont liées donc à la photosynthèse, à la présence de forêts. Et quand on n'a plus de forêt, on n'a plus de pluie. Et quand on fait l'orpaillage avec des produits toxiques, quand on pêche avec des produits toxiques, vous voyez tous ces impacts-là. Et les derniers rapports donc, qui ont été faits en Côte d'Ivoire ont identifié 11 secteurs qui sont vulnérables au changement climatique. Dont les principaux sont la santé, les ressources en eau, l'agriculture, les déchets et la zone côtière. Vous voyez tous les problèmes que nous avons à Port-Bouillet, Grand Laou, etc. Vous êtes un cadre au niveau du ministère de l'Environnement. Quelles sont les mesures prises par ce ministère-là pour lutter efficacement contre les changements climatiques? D'abord, la volonté du gouvernement y est déjà. En créant déjà un ministère de l'Environnement et du Développement durable, le gouvernement de Côte d'Ivoire a pris les choses en main. Il y a la création de programmes sectoriels pour adresser donc toutes les questions de changement climatique. Il y a également la mise en place, Monsieur le ministre Jean-Luc Assy a mis en place donc toute une équipe pour s'occuper de la mobilisation de financement. Parce que vous savez que ces changements, la lutte contre ces changements climatiques coûte cher. Donc nous avons besoin de financement, il faut les mobiliser en interne et surtout en externe. Donc il y a toute une stratégie qui est en train d'être mise en place autour de Monsieur le ministre pour renforcer la mobilisation de financement. Et il a insisté, il nous a instruit pour qu'on puisse décentraliser l'action, aller vers nos communautés pour qu'on ait des résultats concrets. Autre point important des journées de l'écologie, des journées africaines de l'écologie, il s'agit bien sûr des awards de l'écologie africaine. Quels sont les critères qu'il faut remplir pour être désigné lauréat de ces awards-là? Alors, il y a eu la première édition cette année, à mettre donc à l'initiative du ministre Jean-Luc Assy, qui a eu donc l'idée de récompenser les initiatives, comme nous venons de le voir, portées par des jeunes, par des collectivités. Il faut les recenser, les encourager. Donc on a créé un prix. Il y a, je crois, 5 catégories qui sont en compétition. Les collectivités, les jeunes, les femmes. Et il y a plusieurs secteurs, les secteurs les plus vulnérables au changement climatique qui sont concernés. Donc on a un site d'inscription. Il a déjà eu la première édition en 2021. La deuxième sera en 2022. Tous ceux qui ont des initiatives en matière de climat, d'énergie, d'écologie, etc. peuvent s'inscrire. Et un comité transparent est mis en place avec des experts, des journalistes pour présélectionner des candidats. Et après, donc, il y a une cérémonie de récompense officielle. Et on ne s'arrête pas aux récompenses. Monsieur le ministre a insisté pour que toutes ces initiatives-là puissent être accompagnées. D'accord. Qu'on puisse mobiliser des financements pour accompagner ces initiatives-là et créer en retour des emplois verts pour donc résoudre le problème du chômage. Est-ce qu'aujourd'hui la jeunesse ivoirienne est portée vers la lutte contre le changement climatique? Oui, on va vous étonner. Beaucoup de notre jeunesse, beaucoup de nos jeunes sont maintenant sensibilisés à cette action-là, compte tenu du travail méthodique que nous avons fait depuis quelques années, quelques mois. Et nous les attendons à ces journées-là pour pouvoir renforcer la communication, pour qu'on puisse au moins, sur les 26 millions, toucher 50% au moins de la population qui soit sensible à ces aspects économiques. C'est vrai que ce n'est pas facile parce que nous n'avons pas les mêmes... je dis, quelqu'un qui a faim, vous ne pouvez pas lui parler d'écologie. Tout à fait. Voilà, nous n'avons pas les mêmes problèmes que les Occidentaux qui sont très avancés. Nous avons d'abord un problème de chômage, un problème de sécurité alimentaire qu'il faut régler. Mais déjà, c'est un grand pas qu'on ait une frange de la population qui soit très engagée.
D'accord, colonel Marcel Yao, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Vous avez certainement un message particulier par rapport au GIFAC. Alors, le message est celui du ministre Jean-Luc Assy, ministre de l'Environnement et du Développement durable des Côtes d'Ivoire, qui attend toutes les parties prenantes nationales, que ce soit les médias, la chefferie traditionnelle, les partenaires au développement, les ministères techniques, les femmes en milieu rural. Tout le monde est attendu pendant ces 3 jours. L'idée, il veut faire d'Abidjan la capitale ouest-africaine et pourquoi pas la capitale africaine de l'écologie. Pour que cette transition écologique-là puisse partir d'Abidjan, pour essayer donc de reverdir toute l'Afrique. Colonel Marcel Yao, merci d'être passé sur le plateau de Midi 1. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de ce numéro de Croissance Verte. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Midi 1.